Vous êtes ici dans la troisième vidéo de ma série sur le bleu de méthylène. Regardez les deux premières vidéos pour savoir ce qu'est le bleu de méthylène, comment l'utiliser, les dosages et contre-indications. Je vous mets les liens de ces vidéos dans les commentaires. J'ai d'abord fait la première partie de cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement sur le bleu de méthylène et le cancer, en utilisant uniquement des études disponibles sur Internet, dans le but de partir sur des sources les plus neutres et objectives possibles. Puis j'ai lu le livre du docteur Schwartz, qui est plus subjectif, et je vous en ai fait un résumé dans la deuxième partie de cette vidéo. Ça nous permet donc d'avoir une vision d'ensemble assez complète de ce qu'on trouve actuellement sur le sujet du bleu de méthylène pour le cancer. Alors maintenant, concernant le cancer, le bleu de méthylène et le cancer. Alors comme on l'a évoqué précédemment, le bleu de méthylène est utilisé pour la prévention et le traitement de la neurotoxicité induite chez les patients cancéreux qui sont sous chimiothérapie. Donc ça, voilà, c'est clair. Le bleu de méthylène va aider à mitiger les effets négatifs de la chimiothérapie sur le cerveau. Mais ce qu'on veut savoir, ce que la plupart des gens veulent savoir, c'est est-ce que le bleu de méthylène guérit le cancer? Est-ce qu'il va détruire activement les tumeurs? Est-ce qu'on peut se passer de chimiothérapie ou d'autres thérapies pour le cancer et utiliser que le bleu de méthylène? Alors par rapport à cette question, le bleu de méthylène, il est surtout utilisé pour cibler et détruire les tumeurs cancéreuses dans le cadre de la thérapie photodynamique. Et ça, il le fait en tant que photosensibilisateur. Donc la thérapie photodynamique, c'est une thérapie où ils associent le bleu de méthylène, les ondes lumineuses et des nanotechnologies qui ciblent les tumeurs. Donc je vais donner un petit peu plus de détails sur cette thérapie photodynamique. Donc les photosensibilisateurs dont on a besoin pour cette thérapie, ce sont des molécules qui induisent un changement chimique dans une autre molécule lors de l'absorption de la lumière. Donc en l'occurrence ici, le photosensibilisateur, c'est le bleu de méthylène. Il y en a d'autres, et d'ailleurs, dans une étude, on nous dit que le bleu de méthylène, c'est le moins toxique et le plus efficace. Donc la thérapie photodynamique est basée sur la photooxydation de la matière biologique. Le traitement implique l'absorption d'un photosensibilisateur, donc comme le bleu de méthylène, suivi d'un éclairage avec une lumière d'une longueur d'onde appropriée, capable d'exciter le photosensibilisateur et de déclencher des réactions photochimiques qui génèrent des espèces réactives de l'oxygène, telles que l'oxygène singulé et des radicaux qui conduisent à la mort cellulaire. Voilà, donc c'est ça le fonctionnement et le rôle du bleu de méthylène dans le traitement contre le cancer. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la plupart des études, c'est dans le cadre de cette thérapie, de cette photothérapie, on peut dire. Alors, cet effet photosensibilisant du bleu de méthylène se produit grâce au chromophore de la phénothiazine. Il absorbe la lumière dans la gamme de longueur d'onde de 630 à 680 nanomètres, ce qui conduit à la génération d'espèces réactives à l'oxygène et à la mort cellulaire qui s'ensuit. Alors, on voit dans le cadre de cette thérapie photodynamique que le bleu de méthylène s'accumule sélectivement dans les cellules cancéreuses. Là, je cite une étude qui nous dit: nous avons observé que le bleu de méthylène, dans le cadre de cette thérapie, induit différentiellement la mort cellulaire massive des cellules tumorales. Les cellules non malignes étaient significativement plus résistantes au traitement que les cellules malignes. Ce qui veut dire en gros que ce traitement permet de beaucoup mieux cibler les cellules cancéreuses et de bien les différencier des cellules saines. Alors toutes les études ont utilisé l'injection comme méthode d'intervention et on nous dit que dans 5 études sur 10, les produits pharmaceutiques étaient basés sur les nanotechnologies, à savoir l'oxyde de nanographène, les nanoparticules d'ovalbumine polypyrrole, les liposomes, la nanoformulation colloïdale et la suspension de nanofeuilles. Dans l'ensemble, la majorité des études donc, qui comprenaient ces trois choses, le bleu de méthylène, la photothérapie et les nanomolécules qu'on vient de citer, ont fait état de l'efficacité du traitement photodynamique avec bleu de méthylène contre différents types de cancers. Donc ça a été efficace, oui. Cette efficacité a été confirmée par des diminutions de la taille des tumeurs signalées dans cet article de 12% jusqu'à 100%. Même si le traitement n'a pas montré de réduction tumorale dans certains cas de modèles du cancer du sein, l'application d'une thérapie photodynamique du cancer était associée à une croissance tumorale plus lente par rapport au groupe témoin. Alors, les cancers sur lesquels ça a fonctionné, ce genre de thérapie, en tout cas dans les études, on a donc le cancer du sein, même si c'est pas à 100%, comme on vient de le dire, le cancer du sein, déjà, on voit dans les études que ça a fonctionné sur certaines cellules cancéreuses du cancer du sein, mais pas sur d'autres, mais que dans tous les cas, ça a quand même limité ou en tout cas réduit la croissance tumorale
dans le cancer du sein. Là où ça a été efficace aussi, ces traitements, on a pour la tumeur colorectale, le carcinome, le mélanome, les cancers buccaux. Par contre, dans une étude sur des souris, ça n'a pas inhibé la croissance des ostéosarcomes, c'est-à-dire cancer des os. Donc, le principal avantage de ce traitement qui combine, comme on disait, bleu de méthylène, lumière et nanotechnologie, c'est que par rapport aux autres traitements contre le cancer, il y a beaucoup moins d'effets secondaires chez les patients. Bon, donc on a vu le bleu de méthylène dans ce traitement spécifique. Maintenant, est-ce que le bleu de méthylène seul permet de lutter contre le cancer? Donc le bleu de méthylène seul, sans nanotechnologie et sans thérapie par la lumière. Donc là, je vais citer une étude qui nous dit: une étude de référence a montré une faible affinité du bleu de méthylène avec les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que il va pas particulièrement cibler les cellules cancéreuses quand il est pris seul. Je continue. Il est donc probable qu'il existe un scepticisme quant à l'application du bleu de méthylène dans le traitement anticancéreux. En revanche, dans une étude, ils ont démontré l'augmentation de l'affinité du bleu de méthylène lorsque les nanotechnologies sont utilisées. Voilà, donc là, on en revient à ce qu'on vient de dire avant. Le bleu de méthylène seul, c'est pas génial. Quand c'est combiné avec les nanotechnologies, c'est mieux, et encore mieux quand c'est combiné nanotechnologie et thérapie par la lumière. Alors, dans une étude, on nous dit l'hypoxie est une caractéristique de nombreuses tumeurs. L'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène. Elle favorise la prolifération tumorale, donc l'hypoxie favorise la prolifération tumorale, les métastases et l'invasion des tumeurs et peut réduire l'efficacité de nombreux types de traitements du cancer. Il a été démontré que l'administration intraveineuse de bleu de méthylène, donc seul, sans nanoparticules, sans traitement à la lumière, à 10 mg par kilo, augmente le niveau d'oxygénation tumorale, ce qui peut conduire à un traitement antitumoral plus efficace. Cependant, à des doses plus élevées, 20 mg par kilo, le bleu de méthylène peut provoquer une diminution à long terme de l'oxygénation. En gros, ce que ça veut dire ici, c'est que vu que l'hypoxie, c'est une caractéristique des tumeurs cancéreuses, le but ici, ça va être d'utiliser le bleu de méthylène pour oxygéner ces tumeurs-là et donc les détruire par ce moyen-là. Alors dans cette étude, ils disent pas que le bleu de méthylène seul suffit, ils disent bien que le bleu de méthylène conduit à plus d'oxygénation dans la tumeur, ce qui conduit à un traitement antitumoral plus efficace, sous-entendu le bleu de méthylène en conjonction à un traitement pour le cancer comme chimiothérapie. Et toujours dans cette étude, on nous dit il est important de noter que les cellules soumises à une irradiation seule, donc seulement thérapie par la lumière, ou des cellules soumises au bleu de méthylène seul, jusqu'à 24 heures d'incubation, n'ont montré aucune différence significative dans la mort cellulaire par rapport aux cellules non traitées. De plus, la survie de toutes les lignées cellulaires exposées à différentes concentrations de bleu de méthylène ou à la lumière seule était similaire aux valeurs obtenues pour les conditions de contrôle négatives. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que l'irradiation seule ou le bleu de méthylène seul n'ont pas vraiment d'effet sur les cellules cancéreuses comparé aux cellules non cancéreuses, ils n'ont pas vu de différence. Et pour finir, je vais citer une autre étude qui nous dit le bleu de méthylène seul a démontré une activité anticancéreuse puissante in vitro et in vivo via l'inhibition de HSP70 dans la cancérogénèse pulmonaire induite par un produit chimique chez la souris. Donc ici, l'activité du bleu de méthylène, il ne porte pas sur la tumeur, contrairement aux autres études qu'on vient de voir avant. Là, le bleu de méthylène a une action sur le cancer pulmonaire par l'inhibition de cette protéine HSP70, qui est une protéine qu'on retrouve toujours dans les cancers pulmonaires, en tout cas d'après cette étude-là. Donc ici, ça fonctionne, mais pas par rapport à la tumeur en elle-même. C'est par un autre mécanisme que le bleu de méthylène va aider sur ce type de cancer. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au bleu de méthylène par rapport au cancer, donc en tout cas moi de ce que j'ai trouvé ici dans ces études, le bleu de méthylène seul n'a pas l'air d'avoir un avantage, et en plus quand il est utilisé, c'est non seulement avec nanotechnologie et photothérapie, mais aussi en injection, donc c'est pas vraiment quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Je sais que beaucoup de gens se demandent s'ils peuvent utiliser le bleu de méthylène par voie orale pour le cancer. En tout cas, dans les études que moi j'ai trouvées, c'est pas le cas. Alors, je complète cette vidéo maintenant que j'ai lu le livre du docteur Laurent Schwartz sur le bleu de méthylène. Et je trouve son approche vraiment très intéressante parce que moi, ce qui me gêne dans tout ce que je vous ai dit sur le bleu de méthylène, c'est cette façon de le voir, encore une fois, comme un médicament qui va cibler une chose, notamment des cellules, sans prendre en compte l'origine du mal, en fait. Parce que quand on parle de cancer ou d'autres maladies,
Ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que je suis naturopathe, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui a mené au fait que le corps ait développé cette maladie. Alors que la médecine allopathique, elle cherche un médicament, une «pilule magique» entre guillemets, qui va détruire la maladie sans prendre en compte l'historique qui a fait qu'on a développé cette maladie. Et pour moi, comme je pense pour la plupart des naturopathes, on ne guérit une maladie que en allant à l'origine, c'est-à-dire à qu'est-ce qui a causé petit à petit le développement de cette maladie. Et ce qui cause le développement de maladie, c'est l'adoption de mauvais choix successifs en ce qui concerne différents aspects de la santé, c'est-à-dire différents aspects de l'hygiène de vie, l'alimentation, le sport, le stress, la toxicité, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'accumulation de ces différentes choses qui est à l'origine de la grande majorité des maladies, si ce n'est de toutes les maladies. Donc ce qui m'a plu avec le livre du docteur Schwartz, qui est un oncologue, donc il est vraiment issu de la médecine allopathique pure et dure, mais pourtant il a cette intelligence d'avoir cette vision naturopathique qui est de chercher l'origine. Ce qui m'a particulièrement plu, je vais vous lire certains extraits de son livre, c'est quand il dit par exemple: «Le cancer n'est pas le combat du bien contre le mal, de même que la chimiothérapie ne guérit pas la plupart des cancers courants, les mutations de l'ADN ne causent pas la plupart des cancers, il n'y a ni bonnes ni mauvaises cellules, il n'y a pas de cellules folles et les cellules ne se suicident pas. Le cancer est une maladie simple, nous avons été trompés en pensant à son intelligence et en cherchant à innover toujours plus pour lui faire face.» Il compare d'ailleurs cet état d'esprit de la médecine allopathique de voir les choses comme un ennemi, de voir les maladies comme un terrain de guerre et de voir les cellules cancéreuses comme une mauvaise bactérie, comme un ennemi à abattre, alors qu'en fait les cellules cancéreuses ne sont que la conséquence de mauvais choix de vie qui font que les cellules cancéreuses sont au final une adaptation du corps à ces mauvais choix et non pas un ennemi comme une bactérie ou un germe qui vient de l'extérieur et qui nous attaque sans raison et qu'il faut abattre. Je continue de le citer dans le livre, donc il nous dit: «D'illustres prix Nobel, Otto Warburg et Albert Sens-Georgi, avaient compris le cancer il y a déjà plusieurs décennies. Ils ne prenaient pas des traitements toxiques, mais une lutte contre la fermentation. Ils ne voyaient pas le cancer comme une maladie du génome, mais comme une maladie du métabolisme.» Et c'est ça le point clé, c'est que le cancer est une maladie du métabolisme. Il nous dit: le cancer est une maladie du métabolisme liée à un dysfonctionnement des mitochondries. Et donc c'est là, en parlant de mitochondries, que vous voyez où est-ce qu'on veut en venir avec le bleu de méthylène, puisque comme je l'ai détaillé dans les autres parties sur le bleu de méthylène, donc dans mes vidéos numéro 1 et numéro 2 notamment, le bleu de méthylène permet de restaurer l'équilibre électronique des cellules et donc de restaurer les fonctions de respiration cellulaire et donc les fonctions de la mitochondrie. Donc dans son livre, le docteur Schwartz nous explique très clairement que l'origine du cancer, tout comme l'origine de la plupart des autres maladies modernes qui sont qui causent de vraies hécatombes depuis une centaine d'années dans notre monde moderne, dans notre monde occidental, l'origine, c'est le sucre et en fait tout ce qui cause une surprolifération cellulaire, c'est-à-dire que ce sont les excès et en particulier de sucre et en fait de tout ce qui est facteur de croissance. Donc dans son livre, il nous parle évidemment du sucre, du glucose de manière plus générale, mais aussi du fructose. Il nous parle de l'activité physique, il nous parle du surpoids et donc on retrouve la même origine dans le diabète qui est dû à un excès de sucre que le corps n'arrive pas à gérer correctement. On a la même origine dans la maladie d'Alzheimer. J'ai lu notamment il y a quelques mois un livre qui s'appelle La fin d'Alzheimer, qui dit exactement la même chose. Pour l'auteur de ce livre, qui est médecin aux États-Unis, la maladie d'Alzheimer, lui, il l'appelle le diabète de type 3. Et c'est personnellement quelque chose que j'ai vu en premier plan avec mon père, qui est atteint de diabète suite à un problème au niveau de son pancréas où on a dû lui couper une partie de son pancréas. Et donc ces dernières années, il a de moins en moins bien géré son diabète et il a développé en conséquence une maladie d'Alzheimer, ou en tout cas ce qui ressemblait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il change son traitement pour le diabète et qui m'écoute enfin concernant son alimentation en limitant le plus possible les glucides dans son alimentation. Le changement a presque été du jour au lendemain, c'est-à-dire que sa posture s'est beaucoup améliorée, il avait des douleurs aux jambes qui disparaissent quand il fait attention à son alimentation et sa mémoire et son élocution s'est aussi énormément améliorée, en tout cas tant qu'il suit un régime pauvre en glucides. Donc je reviens au livre du docteur Schwartz. Donc il parle évidemment de ces maladies-là, du diabète, d'Alzheimer, des maladies cardiovasculaires qui ont toutes la même origine,
donc la surconsommation de sucre. Mais moi, j'irai même plus loin, et donc là, je me réfère aussi à ce qu'il dit lui aussi dans son livre, où il dit qu'au final, le problème, c'est même au-delà de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang, c'est sa conséquence, c'est-à-dire la sécrétion d'insuline. L'insuline qui est une hormone de croissance et qui, entre autres, stimule la croissance des cellules cancéreuses. Donc là où je vais même encore plus loin de ce qu'il dit, je vous réfère à ma vidéo sur l'acné que j'ai fait récemment. Dans cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte à quel point tout ce qui stimule l'insuline et de manière générale les hormones de croissance peuvent être nocives si c'est sécrété en excès par rapport à notre activité physique. Et donc dans ma vidéo sur l'acné, je parle bien évidemment du sucre et des glucides de manière générale qui stimulent la libération d'insuline et donc de facteurs de croissance, mais il y a aussi les produits laitiers. Donc Laurent Schwartz dans son livre ne parle pas des produits laitiers, il dit qu'effectivement il faut faire attention à sa consommation de glucides à cause de cette sécrétion d'insuline, mais il faut bien se rendre compte que les produits laitiers, de par leur protéines de lait, donc c'est même pas le sucre dans les produits laitiers qui entraîne cette surstimulation de la libération d'insuline, c'est surtout les protéines du lait. Donc même dans les laitages fermentés comme dans les fromages qui contiennent très peu du sucre de lait mais qui contiennent beaucoup de protéines de lait, donc même les fromages, puisqu'ils sont riches en protéines de lait, ou encore les poudres whey, qui sont des concentrés en fait de protéines de lait, ça stimule une libération énorme d'insuline dans le corps quand vous en consommez. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire se multiplier les cellules cancéreuses. Alors, pour en revenir au sujet précis du livre de Laurent Schwartz, qui est donc le rapport entre le bleu de méthylène et le cancer, donc il nous dit que le bleu de méthylène est un transporteur d'électrons qui améliore le rendement énergétique des mitochondries et atténue l'effet Warburg. L'effet Warburg, c'est en gros la fermentation du glucose par les cellules cancéreuses qui n'arrivent pas à gérer l'apport de glucose correctement, c'est-à-dire elles n'arrivent pas à le brûler, elles le fermentent à la place. Et dans son livre, il nous dit le cancer est donc une conséquence de l'incapacité de la cellule à brûler le glucose pour synthétiser de l'eau. Ce sont les électrons en excès qui sont responsables de la prolifération cellulaire et de l'effet Warburg. Et c'est en ça que le bleu de méthylène va s'avérer particulièrement utile pour le cancer, puisque comme on l'a vu dans les précédentes parties que je vous ai fait en vidéo sur le bleu de méthylène permet un échange d'électrons et donc de rééquilibrer les électrons dans la cellule et notamment dans la cellule cancéreuse. Alors dans son livre, il nous parle notamment d'une étude qu'il a fait en conjonction avec d'autres chercheurs. C'est une étude où il utilise le bleu de méthylène pour les tumeurs ovariennes chez les souris. Cette étude, elle est très intéressante parce que d'une part, il nous parle de ce que je vous ai dit juste avant dans cette vidéo, c'est-à-dire il nous parle de l'effet du bleu de méthylène en conjonction avec des nanoparticules d'or, en l'occurrence dans cette étude-là, pour cibler et éliminer les tumeurs. Mais après, dans cette étude, ils vont plus loin et ils utilisent du bleu de méthylène qui n'est pas combiné avec des nanoparticules et une thérapie photodynamique, mais du bleu de méthylène combiné avec de l'acide lipoïque et de l'hydroxycitrate, deux choses dont il parle beaucoup dans son livre notamment et qu'il conseille. Et donc dans cette étude qu'il a publiée, je peux vous mettre le lien sous cette vidéo, hein, elle est en accès libre sur internet, il voit que le bleu de méthylène en conjonction avec ces deux produits freine la croissance tumorale ovarienne chez les souris. Donc même sans l'utilisation de nanoparticules et sans utilisation de la photothérapie. Mais on voit quand même dans cette étude que l'utilisation des nanoparticules et la photothérapie semblent quand même plus efficaces pour cibler les cellules tumorales et pour vraiment les détruire. D'ailleurs, dans son livre, il nous dit le traitement par le bleu de méthylène a pour but avant tout de gagner du temps. Il ne cherche pas à tuer les cellules tumorales, mais à les faire respirer. Il ne tue pas non plus les cellules normales. Mon hypothèse est que cette molécule fait respirer la cellule par les radicaux qu'il génère. C'est là que réside le traitement et non dans une tentative de tuer la cellule tumorale au risque de tuer aussi le patient. Et ça, évidemment, c'est ce qui est le plus intéressant dans son approche. Dans son livre, dans les pages qui précèdent, justement, il nous explique les traitements classiques du cancer que sont notamment la chimiothérapie ou encore la radiothérapie ou encore l'immunothérapie, qui sont des thérapies qui peuvent être efficaces contre les cellules cancéreuses, mais qui ne font pas la distinction avec les cellules saines et qui sont donc très toxiques pour les cellules saines du patient. Donc dans son livre, il nous propose, comme je vous disais, le bleu de méthylène pour le cancer, mais pas seulement.
il nous propose le bleu de méthylène en combinaison avec plusieurs choses, donc comme je le disais, avec l'acide lipoïque et l'hydroxycitrate, ainsi que en combinaison avec le dioxyde de chlore, un régime pauvre en glucides et hypocalorique, de l'activité physique et des thérapies plus classiques pour le cancer comme la thérapie ciblée, l'hormonothérapie ou la chimio ou immunothérapie concomitante au cas par cas. Alors je ne vais pas vous donner son protocole exact parce que je pense que là j'empiéterai sur ses plates-bandes. Je vous conseille d'acheter son livre. Moi je l'ai acheté à 12 euros et quelques sur Kindle, hein, donc pas en physique mais en numérique. Donc c'est pas très cher. Et c'est vraiment un livre très intéressant. Et encore une fois, j'aime beaucoup son approche qui est, je trouve, beaucoup plus intelligente que l'approche classique de la lutte contre le cancer, où, comme je vous le disais au début, on voit en allopathie le cancer comme une bête immonde qui vient vous attaquer sans raison. Ici, dans son livre, il démontre clairement que c'est pas sans raison, c'est le résultat de votre mauvaise hygiène de vie sur des années et des années. Et c'est là la puissance de son livre, c'est qu'il va réellement à la cause et que donc ça vous montre que vous avez le pouvoir de vous créer ou non un cancer selon les choix de votre vie. Et c'est quelque chose que vous enlève souvent la médecine allopathique. La médecine allopathique, elle vous rend victime au lieu de vous rendre responsable de votre santé. Vous n'êtes pas une victime innocente dans le sens où le cancer va vous sauter dessus, à vous plus qu'à un autre, parce que c'est le pur hasard et la pure malchance. Non, c'est vraiment votre responsabilité. Est-ce que vous avez eu une mauvaise hygiène de vie? Est-ce que vous avez consommé trop de sucre dans votre vie? Est-ce que vous avez pas fait de sport? En gros, est-ce que vous avez rendu vos cellules toxiques? Et donc, c'est vraiment ça qu'on voit dans son livre et que je trouve hyper intéressant. Donc pour résumer, dans la première partie de cette vidéo, donc où j'ai utilisé seulement les études qui parlaient du bleu de méthylène, donc en conjonction avec la thérapie photodynamique et les nanoparticules, donc les études montrent effectivement que c'est ce qui est le plus efficace pour cibler les tumeurs, mais le livre du docteur Schwartz va au-delà, donc en expliquant l'origine de la plupart des cancers, et il explique aussi que même si vous ne faites pas cette photothérapie en conjonction avec des nanoparticules et le bleu de méthylène, le bleu de méthylène en conjonction avec dioxyde de chlore, acide lipoïque, l'hydroxycitrate, un régime pauvre en glucides et hypocalorique et de l'activité physique. En faisant toutes ces choses-là, vous avez de fortes chances de survie. Et il donne notamment des exemples à la fin de son livre, des études de cas où certains patients ont essayé ça et ça a très bien fonctionné pour eux. Donc encore une fois, pour plus de détails et notamment le détail des dosages qu'il conseille, je vous conseille d'acheter son livre parce qu'il mérite bien vos quelques euros pour ce travail qui est vraiment d'utilité publique. Voilà, et je vous mets le lien des différentes études que j'ai utilisées pour faire cette vidéo dans la description sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!